J'ai décidé d'acheter une maison quand il s'agissait, alors que la mise de fonds représentait environ 10% de ma valeur nette, parce que je sentais vraiment que je voulais utiliser le capital à d'autres fins, mais c'était très différent. Environnement. Acheter une maison est généralement un mauvais investissement. Cette phrase de 8 mots suffit à déclencher une bagarre si vous la dites à la mauvaise personne. Mais s'il vous plaît, avant de venir vers moi avec des fourches, ce n'est pas moi qui dis ça. Cela vient du légendaire investisseur Warren Buffett. Disons simplement qu'il connaît une chose, ou 135 milliards, en matière d'argent. Voici ce que Buffett avait à dire. Bonjour, je m'appelle Nelson Arada. Je viens du sud de la Californie. Et, j'ai une question. Ce n'est pas vraiment lié à la valeur intrinsèque ou à tout ce qui concerne les actions. Mais, plus sur, la maison, les maisons. Je suis encore assez jeune. Je n'ai pas encore de maison. Et je pense acheter une maison un jour, bientôt. Je ne sais pas. Et pour ce faire, je vais devoir verser un acompte. Ce qui signifie que je devrais peut-être partager ou vendre mes actions. Et je me demandais si vous pouviez nous donner un aperçu du meilleur moment pour acheter une maison et du montant de la mise de fonds que vous devriez verser. Par rapport au taux d'intérêt et aussi par rapport aux liquidités disponibles, et au marché boursier. Eh bien, Charlie va vous donner une réponse dans une seconde. Je vais juste raconter une histoire, c'est-à-dire quand, je me suis marié, nous en avions environ 10 000 au début, et j'ai dit à Suzy, maintenant, vous savez, il y a 2 choix, c'est à vous. On peut soit acheter une maison, ce qui épuisera tout mon capital, me nettoyer, et ce sera comme un charpentier à qui on lui enlève ses outils, ou tu peux laisser moi travailler là-dessus, et un jour, qui sait, peut-être que j'achèterai même une maison un peu plus grande que ceux qui ne seraient pas le CA autrement, alors. Elle a donc été très compréhensive sur ce point. Et nous avons attendu jusqu'en 1956. Puis nous nous sommes mariés en 1950 du ex. Et j'ai décidé d'acheter une maison quand il s'agissait, quand l'acompte était d'environ 10% environ de ma valeur nette. Parce que moi, j'avais vraiment envie d'utiliser le capital à d'autres fins. Mais c'était un environnement bien différent, en termes de ceux qui étaient disponibles à l'achat. En effet, si vous avez la maison que vous voulez acheter, vous savez, je crois vraiment qu'il faut simplement sortir et probablement faire le travail. Mais en fait, vous faites probablement quelque chose dans le quartier. D'un investissement de 7 ou 8% implicitement lorsque vous le faites. Donc, vous savez, vous devrez trouver votre propre équation à partir de cela. Charlie a probablement de meilleurs conseils à ce sujet. Il est un grand propriétaire, dans les 2 sens du terme. Je pense que le moment idéal pour acheter une maison, c'est quand on en a besoin. Et quand en avez-vous besoin? Eh bien, j'ai aussi des idées très démodées là-dessus. Les célibataires, je m'en fiche s'ils obtiennent un jour une maison. Quand en as-tu besoin si tu es marié, Charlie? Je vais suivre ici pendant 1 minute. Vous en avez besoin quand votre femme en veut un. Yeah. Je pense que vous avez exactement raison. En guise de contexte, il existe une mentalité selon laquelle louer, c'est gaspiller de l'argent, ou acheter une maison est toujours un excellent investissement. Même si ces déclarations ont un certain mérite, comme l'a souligné Warren Buffett dans ce clip, elles ne donnent pas une vision globale de la situation. La plupart des gens se contentent de regarder le versement hypothécaire mensuel et de le comparer à ce qu'il en coûterait pour louer un logement similaire. Ils voient que le versement hypothécaire est le même que le loyer et disent « Oui, c'est tout. Louer une maison est un gaspillage d'argent. Autant acheter. » Cependant, il y a bien plus à faire que cela. Pour démontrer ce que je veux dire, permettez-moi de vous présenter notre ami John ici. John travaille dur et économise de l'argent depuis des années. Il a tout bien fait financièrement et a maintenant la possibilité d'acheter une maison. Examinons de plus près le véritable coût de la vie de John pour l'achat d'une maison. Lors de l'achat d'une maison, la première chose à considérer est la mise de fonds.
Aux États-Unis, certaines entreprises et programmes gouvernementaux proposent des options de prêts hypothécaires avec une mise de fonds faible, voire inexistante. Cependant, ces types de prêts hypothécaires sont généralement considérés comme relativement risqués. Il suffit de regarder la vague de saisies immobilières survenue pendant la grande crise financière. 6 saisies se sont largement orientées vers les particuliers et les familles qui ont acheté au plus fort du marché avec peu ou pas d'acompte. C'est pourquoi il est fortement recommandé aux acheteurs de disposer d'au moins 10 à 20% d'acompte lors de l'achat d'une maison. Désormais, vous devez également tenir compte du taux d'intérêt de votre prêt hypothécaire. C'est le montant que vous devez payer à un prêteur pour pouvoir emprunter l'argent nécessaire au financement de l'achat d'une maison. Le taux d'intérêt actuel sur une hypothèque de 30 ans aux États-Unis est d'environ 7%, ce qui en fait la période la plus coûteuse pour emprunter de l'argent pour acheter une maison depuis environ 2 décennies. Maintenant, le calcul devient un peu compliqué, mais pour simplifier, à un taux d'intérêt de 7%, environ 7% du solde de votre prêt est versé à la banque sous forme d'intérêt chaque année. Comme vous êtes sur le point de le constater, le montant des intérêts peut s'accumuler tout au long de la durée d'un prêt hypothécaire. Troisièmement, il y a l'assurance hypothécaire privée, ou PMI en abrégé. Pour les emprunteurs disposant de moins de 20% d'acompte, les prêteurs exigent généralement un PMI. Il s'agit essentiellement d'une police d'assurance qui protège le prêteur en CA d'arrêt de paiement de l'emprunteur. PMI peut ajouter quelques centaines de dollars au versement hypothécaire mensuel en fonction du solde du prêt. Quatrièmement, nous avons les impôts fonciers. Ce coût peut varier considérablement en fonction de l'État, mais est généralement calculé sous forme d'un pourcentage annuel basé sur la valeur estimative de votre maison. Selon l'État, les impôts fonciers peuvent parfois dépasser le versement hypothécaire d'une maison. L'argent collecté grâce aux impôts fonciers sert à financer les services locaux tels que les écoles, les bibliothèques, le gouvernement local et les premiers intervenants. Les impôts fonciers peuvent aller de quelques milliers de dollars dans les États à faible coût de la vie à des dizaines de milliers de dollars pour les maisons coûteuses dans les États à fiscalité élevée. Ensuite, sur la liste, nous avons l'assurance habitation. L'assurance habitation aide à couvrir les coûts de remplacement ou de réparation d'une maison en cas de dommages ou de destruction. Si vous avez un prêt hypothécaire, il y a de fortes chances que vous soyez légalement tenu de souscrire une assurance habitation afin de protéger le prêteur au cas où la maison serait endommagée ou détruite. Semblable aux impôts fonciers, ce coût variera également considérablement en fonction de la partie du pays dans laquelle vous vous trouvez. Les maisons situées dans des régions du pays sujettes aux catastrophes naturelles paieront des taux plus élevés que les maisons situées dans des zones plus sûres. La police d'assurance habitation moyenne aux États-Unis est d'environ 200 par mois. Comme si ces 5 coûts n'étaient pas déjà suffisants, le numéro 6 sur notre liste concerne les réparations et l'entretien. Au fil du temps, les objets d'une maison se brisent et doivent être remplacés. 6 coûts de réparation constituent l'un des coûts cachés les plus importants liés à la possession d'une maison et peuvent surprendre les propriétaires. Les coûts de réparation peuvent varier de quelques centaines de dollars pour un plombier pour réparer un tuyau qui fuit, à 10 000 dollars pour remplacer le système CVC et à plus de 15 000 dollars pour faire installer un nouveau toit. En règle générale, il est recommandé de budgétiser 1 à 2% de la valeur de la maison chaque année pour tenir compte de ces coûts. Voyons maintenant comment tous ces coûts s'appliquent à notre ami John ici présent. Pour cet exemple, disons qu'une maison typique dans la région de John se vend à 500 000 dollars. Si John veut avoir un acompte de 20%, il devra débourser 100 000 dollars. Cela signifie que John devra emprunter les 400 000 restants sous forme d'hypothèque pour acheter la maison. À un taux d'intérêt de 7% sur un prêt hypothécaire de 30 ans, le paiement mensuel de John serait de 2006. John a mis 20% d'acompte, il n'est donc pas tenu de payer le PMI. Nous pouvons mettre 0 pour cet élément de coût. En tant que propriétaire, John devra également payer des impôts fonciers. En supposant des impôts fonciers annuels de 1,2% de la valeur de la maison, cela revient à 6 000 par an ou 500 par mois.
La prochaine étape est l'assurance habitation, et mettons-la à 200 par mois. Concernant l'entretien, si John met de côté 1% de la valeur de la propriété chaque année pour tenir compte des réparations, cela représente 5 000 autres par an, soit environ 400 par mois. Cela porte le total des dépenses en espèces de John à 3 800 $ par mois, avec 100 000 d'acompte sur une maison de 500 000. Les coûts associés à l'accession à la propriété ne s'arrêtent pas là. Il existe un coût souvent négligé associé à l'achat d'une maison et que la plupart des gens font la grave erreur d'ignorer. En fait, ce coût est la raison exacte pour laquelle Warren Buffett a retardé l'achat d'une maison jusqu'à ce que sa valeur nette soit 10 fois supérieure à l'acompte sur son éventuel achat de maison. Ce à quoi je fais référence est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité correspond aux avantages potentiels dont une personne ne profite pas en choisissant une option plutôt qu'une autre. C'est pourquoi Warren Buffett ne voulait pas acheter de maison. L'argent qu'il avait immobilisé pour l'achat de la maison ne pouvait plus être utilisé pour générer des retours sur investissement élevés en bourse. Le coût d'opportunité de Buffett sur son argent était probablement de 30, 40, voire 50% par an. Ce sont des rendements qu'il aurait sacrifiés s'il avait acheté une maison plus tôt. Je sais que vous n'êtes pas Warren Buffett, cependant, historiquement, le marché boursier a considérablement surperformé les maisons unifamiliales en termes de rendement. Pour cette raison, il existe un coût d'opportunité associé à l'utilisation de l'argent comme mise de fonds pour une maison. Supposons qu'il y ait un coût d'opportunité annuel de 6% sur les 100 000 $ qu'il a mis de côté pour acheter la maison. Cela signifie que John a un coût d'opportunité de 6 000 par an ou 500 par mois. Le coût d'opportunité porte le coût mensuel total de possession d'une maison pour John à 4 300 $ par mois, soit bien plus que son versement hypothécaire mensuel initial. Bien sûr, cet exemple est un calcul approximatif. Il y a probablement des coûts ou des avantages qui nous échappent. Cependant, cela démontre que d'un point de vue purement financier, posséder une maison coûte beaucoup plus cher que la plupart des gens ne le pensent. Comparez cela à la location. Lorsque vous louez, calculer votre coût mensuel est très simple. Cela dépend du montant du loyer et c'est à peu près tout. Aux États-Unis du moins, les locataires ne sont généralement pas responsables de choses comme les taxes foncières, l'entretien ou l'assurance habitation. À l'heure actuelle, c'est le prix de location le moins cher jamais comparé à l'achat d'une maison. À titre d'exemple, regardez ce quartier d'Indianapolis, dans l'Indiana. Les maisons de ce quartier se vendent 500 000 $, ce qui, comme nous l'avons mentionné plus tôt, coûterait environ 4 300 par mois. Ces mêmes types de maisons peuvent être louées entre 1 700 et 2 300, littéralement au bout de la rue. Bien qu'il ne s'agisse que d'un quartier dans une seule ville, cette tendance se retrouve dans tout le pays. En fait, il n'existe que 4 villes américaines où il est moins cher d'acheter que de louer. Juste pour vous montrer à quel point les choses sont folles en ce moment, jetons un coup d'œil à ce graphique. Depuis les années 70, l'achat n'a jamais été aussi cher que le loyer, et comme vous pouvez le constater, ce n'est même pas proche. Alors maintenant que nous avons établi que l'achat d'une maison n'est pas nécessairement moins cher que la location, si l'on prend en compte tous les coûts cachés, je veux comprendre pourquoi Buffett dit que l'achat d'une maison peut être un investissement médiocre. Revenons à notre ami John de plus tôt. Disons que John vit dans sa maison depuis 10 ans. Après ces 10 années de versement hypothécaire mensuel, le solde de son prêt aura été réduit à 340 000. Dans le calcul du rendement financier de John, il y a aussi le facteur très nuancé de l'appréciation du prix de l'immobilier que vous devez prendre en compte. À long terme, les prix de l'immobilier ont tendance à suivre le rythme de l'inflation. Cependant, il en va de même pour les réparations, les taxes foncières et les assurances. Supposons donc que la maison de John s'apprécie à un taux annuel moyen de 2%. Cela signifie qu'au bout de 10 ans, la maison de John vaudra environ 610 000. Cependant, lorsque John ira vendre la maison, il devra payer les frais de clôture et les commissions. Cela représente généralement environ 8% de la valeur de la maison, ce qui signifie que le prix de vente net de John sera de 561 000. En soustrayant le solde du prêt de 340 000,
John dispose d'une trésorerie de près de 218 000. En utilisant ces 100 000 comme base, cela signifie que l'argent de John a augmenté à un taux moyen d'environ 8% au cours des 10 années où il a possédé la maison. Si nous refaisons les chiffres et supposons que la maison s'est appréciée de 1%, le rendement implicite de John tombe à environ 5%. Comparez ce rendement à ce que John aurait eu s'il avait plutôt investi ses 100 000 $ en bourse. De plus, pour les besoins de cet exemple, disons que John peut investir 5 000 $ supplémentaires par an avec l'argent qu'il a économisé en louant, comme nous en avons parlé plus tôt. En supposant un rendement à long terme du marché boursier de 10%, à la fin des 10 ans, les 100 000 de John se seraient transformés en 340 000. Cela équivaut à un rendement annuel implicite de 13%. Dans cet exemple, John aurait été dans une meilleure situation financière s'il avait abandonné l'achat d'une maison et avait plutôt investi cet argent en bourse. C'est exactement ce que Warren Buffett veut dire lorsqu'il affirme que l'achat d'une maison est souvent un investissement financier médiocre. En effet, lorsque vous achetez une maison, vous pariez fortement sur l'appréciation du prix de l'immobilier. En d'autres termes, vous utilisez beaucoup de dettes pour acheter une maison dans l'espoir que les prix de l'immobilier continueront d'augmenter. Si vous versez un acompte de 10% et que les prix des maisons augmentent de 10%, vous pouvez doubler votre argent. Cependant, avec ce même acompte de 10%, si la valeur de votre maison chute de 10, vous perdez 100% de votre argent. Sans les effets de levier, les rendements financiers de l'achat d'une maison paraîtraient encore plus médiocres. Ces chiffres dont nous venons de parler plus tôt dans la vidéo expliquent pourquoi même les Américains les plus riches choisissent de louer plutôt que d'acheter. Nous avons consacré cette vidéo à parler des retours financiers liés à l'achat d'une maison. Cependant, comme Buffett l'a mentionné plus tôt dans la vidéo, il existe d'innombrables raisons non financières d'acheter une maison. Cette vidéo ne serait pas complète sans cette clause de non-responsabilité. De nombreuses personnes et familles tirent une valeur incommensurable et intangible du fait d'être propriétaires de leur maison. Même si Buffett considère l'achat de sa propre maison comme un mauvais investissement financier, il a déclaré à plusieurs reprises que c'était l'un des meilleurs investissements qu'il ait jamais dépensé, non pas en raison des rendements générés, mais en raison des souvenirs qu'il a générés. Alors voilà. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne car mon objectif est de faire de vous un meilleur investisseur en étudiant les plus grands investisseurs du monde. Je vous reparlerai bientôt.